Je vais, ben, en tant que lectrice aussi, ben, je vais apprendre à te connaître à travers ta présentation. Et j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube aussi qui est pas mal, où toi aussi tu Mhm. fais des chroniques, donc c'est bien. Ouais, oui, oui, oui. J'ai une chaîne YouTube et je suis en train de monter une maison d'édition aussi. Ah ouais, donc c'est les gros gros projets avant 2023. Ouais. Ben, en tout cas, c'est super et puis félicitations aussi parce que je pense que faire créer une maison d'édition, ça doit pas être facile en tant qu'indé en plus. Ouais, c'est chronophage, mais c'est très chronophage. Et c'est vrai qu'avec la chaîne YouTube plus les livres, c'est dur de tout concilier, mais pour l'instant, ça tient, donc on continue comme ça. Ah, c'est super. Alors, j'augmente le son parce que moi, tu m'entends bien? Oui, oui, très bien. Super. Alors, Yasmina, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bon, bah, je m'appelle Yasmina, j'ai 30 ans, j'ai fait des études de lettres à l'université de Bordeaux. Je voulais être prof, mais ce projet, c'est un peu déçu, on va dire. J'ai deux filles, j'ai deux chihuahuas, j'habite à la campagne dans le Lot-et-Garonne. Et voilà. Et donc, j'écris des livres dans tous les genres un peu. J'ai écrit un polar, j'ai écrit un roman historique, j'ai écrit un drame, j'ai écrit une nouvelle fantastique. Et voilà. Et j'aime lire aussi. Et c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube. Faire des chroniques. Euh, bon, j'ai souvent la dent dure, mais voilà. Bon, je m'excuse pour mes oiseaux, hein, si jamais tu les entends. Ouais. C'est quoi comme oiseau? Alors, c'est des mandarins qui ne cessent de se multiplier. On m'a dit que c'était bon signe, c'est qu'ils se sentaient bien, mais normalement, ils devraient être couchés à 19h, mais bon, ils ont envie de participer à l'interview, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, euh, ton premier déclic lecture, c'était quand et avec quel livre? Mon premier déclic lecture, ça serait, je pense, Monsieur Vertigo de Paul Auster. Je l'ai Mhm. lu, je devais avoir entre 12 ans, peut-être 11 ans, peut-être 13 ans, je sais plus exactement. On allait en voyage et ma mère l'avait pris et je lui avais emprunté. Et c'était vraiment une histoire qui m'a, peut-être parce qu'il n'était pas forcément adapté à mon âge, mais du coup, elle m'a vachement marquée. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est recueilli par un homme qui s'appelle Maître Yehoudi, qui veut lui apprendre à voler. Ça se passe dans les années 20 aux États-Unis et ça parle de magie, ça parle du Ku Klux Klan, ça parle de plein de sujets, ça parle de l'entrée dans l'âge adulte et c'est vraiment un bon livre. C'est Paul Auster qui l'a écrit. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un super livre. Eh ben non, je connaissais pas, donc là, tu me fais vraiment découvrir. Donc, et tu avais quel âge exactement? Je ne sais plus exactement, je dirais entre 11 et 13 ans. Et après, je l'ai relu en anglais quand j'étais en terminale pour me la péter. C'était cool. Enfin, voilà quoi. Hmm. Est-ce que ce livre a été aussi ton premier déclic écriture? Non, je pense pas. En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours un peu écrit. Je me rappelle que quand j'étais petite, j'écrivais des poésies. J'avais même gagné, je crois, une sorte de concours quand j'étais au CM2. J'avais écrit une poésie sur un pingouin qui était dépressif et ça avait beaucoup plu. Mais sinon, enfin, à partir de quand j'ai commencé à écrire vraiment des romans et à terminer mes romans, c'est il y a 3 ans à peu près. J'avais des projets qui étaient dans le tiroir et je j'allais jamais jusqu'au bout. Et c'est il y a 3 ans où je sais pas, j'ai eu comme une illumination devant une pub de voiture, de SUV. J'ai eu cette idée de fièvre de lait, attends, fièvre de lait, et une femme qui allait vouloir faire un enfant pour les mauvaises raisons et ça allait à toutes sortes de pièges qui se refermaient sur elle. Et donc, voilà, j'ai eu cette idée et là, je suis allée jusqu'au bout. C'est pas forcément le roman que je conseillerais le plus de ceux que j'ai écrits parce que le premier, il y a toujours des défauts. Maintenant, il me sort un peu par les yeux quand je le lis. Je vais pas super bien me vendre ce soir, mais voilà.
Alors, tu Voilà. m'as dit 3 ans. C'est incroyable. Ça veut dire que, parce que là, tu as 5 livres à ton actif. Donc, la cadence Euh, d'écriture, je suis en train d'écrire le cinquième. Ouais, ouais, j'écris beaucoup. J'en écris 2 par an, quelque chose comme ça, je crois. Mais là, j'ai est-ce... ralenti un peu. Il y a eu un moment où je voulais vraiment écrire, 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 et parfois j'écrivais énormément par jour, mais, Mhm. euh, mais j'ai un peu, enfin, maintenant j'essaie d'y aller plus doucement parce que c'est pas forcément ce qui donne de meilleurs résultats. Je trouve que je suis quelqu'un d'impatient, donc je veux, tu vois, que le projet finisse vite, mais c'est pas forcément, c'est pas, t'as pas assez de recul sur, enfin, je crois que tu écris aussi. Oui, T'as pas je forcément le parle recul aussi, mais... nécessaire. Mhm. Ouais. T'as pas forcément le recul nécessaire quand tu l'écris trop rapidement, tu vois pas les défauts qu'il pourrait y avoir, tu vois pas ton histoire, tu la mûris pas assez pour qu'il y ait des sous-couches de lecture avec plusieurs sens. Donc ça, enfin, ça a pu faire des livres pas forcément très aboutis. Hmm. Bah, c'est intéressant. Ton analyse, elle est intéressante sur la vision de tes livres que tu as au fur et à mesure. Mais alors, petite question qui n'était pas vraiment dans mon questionnaire, mais parce que je suis vraiment curieuse par rapport à ce que tu me dis. Mais Ouais. est-ce que tu as dédié totalement là ton quotidien à l'écriture? C'est-à-dire, est-ce que tu partages ton quotidien entre l'écriture et ta vie de famille? Ou est-ce que tu as quand même une activité aussi, si c'est pas indiscret? Ouais, non, non, là j'ai pas d'activité à part l'écriture. Et comme je fais la maison d'édition aussi, je croise les doigts pour que un des deux marche et arriver à vivre de ça, à vivre de l'écriture ou de la littérature en général. Bah donc, quelque part, moi qui me suis mise à l'écriture, ça confirme que, en fait, faut dire que le temps passe assez vite, que faut quand même dédier un temps, enfin, faire un emploi du temps entre l'activité et l'écriture. Pour moi, j'ai l'impression que c'est presque impossible. Mais bon, je pense qu'il y a des auteurs qui y arrivent très bien, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, mais après, en plus, enfin, ça me prend pas tellement de temps par jour après d'écrire, ça me prend peut-être 1 heure et demie, quelque chose comme ça. J'arriverai pas à écrire plus en fait. J'ai l'impression que j'arrive à faire des petites plages où j'arrive à bien écrire, mais après, au bout d'un moment, c'est pas intéressant quoi. C'est pas, au bout d'un moment, les phrases commencent à être plates, tu arrives pas à trouver les images que tu veux. Enfin, c'est frustrant. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et 1 heure et demie, est-ce que Mm. tu es directement sur l'ordinateur ou est-ce que tu es plutôt à l'ancienne école sur Non, papier? ordinateur, ordinateur. Au début, je faisais sur papier et après, quand je réécrivais, souvent, tu arrives à voir les petites erreurs déjà, à corriger un peu. Maintenant, je fais tout sur ordinateur parce que, au bout d'un moment, tu as la pratique un peu et je pense qu'on s'améliore aussi au bout d'un moment. Mhm. Donc voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est juste l'ordinateur, ça va, ça suffit. Je suis pas fétichiste du papier, je suis pas fétichiste non plus des livres. Enfin, pour moi, le format numérique, ça me dérange Mm. Ah bah, c'est intéressant, franchement. Il y avait Xavier qui te disait coucou. pas. Je Oui, sais pas si... salut, exact. C'est un copain. Ah ben, c'est super qu'il rejoigne le live. Bon, on n'est pas beaucoup, mais on est déjà assez pour parler de toi. Donc moi, j'ai une première question, enfin, une autre question, parce que je t'ai déjà donné la première. Donc j'ai vu que tu avais fait des études en lettres modernes. Est-ce que les Mhm. techniques prises lors de ta formation t'ont permis de structurer ton style d'écriture ou ce sont plutôt tes différentes lectures? Je pense que c'est plus les lectures parce que en fait, les lectures te permettent de voir que plein de choses sont possibles et du coup de libérer un peu la créativité, là où l'université m'aide plutôt pour les corrections, pour essayer de voir justement ce qui va pas, ce qui peut être redondant, ce qui peut être de l'ordre du cliché, ce genre de choses. Mais pour écrire, vaut mieux, je pense, pas se prendre la tête, vaut mieux se... Attends, j'ai un message là. Il vaut mieux euh, être dans l'inspiration, être dans le flux, quitte à écrire des Mhm. choses que tu corrigeras, que tu enlèveras, plutôt que essayer de te restreindre avec des règles, avec... enfin, après, mes études m'aident aussi pour les critiques. Ça m'aide
comme je te dis, pour la maison d'édition, un peu de voir qu'est-ce qui peut être intéressant. Mais après, pour moi, pour mes propres livres, non, pas spécialement. Je pense que sinon, enfin, si tu penses que aux auteurs qui te surpassent et qui sont morts, etc., c'est juste un truc pour être un peu dégoûté et te dire que tu feras jamais mieux. Mais tu peux te Ouais. le dire, franchement, tu te le dis au moment de la correction pour essayer à ce moment-là, de vraiment d'affiner ce que tu as écrit. Mhm. Voilà. Je sais pas si ça répond. Ah si, justement, je vois ce que tu veux dire. Et merci pour ta réponse. Alors, un mot pour décrire ta relation avec l'écriture, plus forte que ta relation avec tes deux chihuahuas. Bah, les deux, je vis avec les deux au quotidien, mais après, mes chihuahuas, c'est des chats et l'écriture, c'est un peu obsessionnel, tu vois. Mhm. Donc, je pense que c'est plus fort l'écriture. Après, j'aime bien mes chiens, ils sont pas contents de l'entendre, mais ça me prend plus la tête, je pense beaucoup, même quand je lis, en fait, c'est vrai que la littérature, on va dire, en général, c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de ma vie. Et mes chiens aussi, mais c'est des chiens, quoi. Ah bah je vois ce que tu veux dire. Si tu devais matcher un de tes personnages sur Tinder, ça serait qui et pourquoi? Ben, j'ai que deux hommes. Il y a Robin ou le père Paul, et Robin me ressemble un peu trop, donc je sais pas si ça collerait parce que voilà, il faut un équilibre un peu dans un couple. Donc sûrement le père Paul. En plus, c'est un personnage complexe. Et moi, j'aime bien ce qui est complexe. Donc Voilà. t'aimes bien ce qui est complexe. Un prêtre, hein? T'aimes bien ce qui est complexe. Ouais. C'est noté. Alors, lequel de tes personnages te sort par les pores? Pourquoi? Et pourquoi surtout? J'en ai plusieurs. J'ai dans Fièvre de lait, il y a pas mal de personnages qui me sortent par les yeux. Il y a Delphine déjà, l'héroïne, parce qu'elle est tellement dans ses idées de fantasme, d'avoir la vie telle qu'elle veut, que finalement ça va l'amener à sa perte. Et après, d'un autre côté, il y a sa grand-mère aussi, qui elle est Mhm. tellement sur le qu'en dira-t-on que ben fait souffrir tout le monde autour d'elle. Mais après, il y a surtout Georges qui est dans Leur mère à toutes, qui est un des gardes et c'est un salaud, il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est vraiment un salaud qui abuse des femmes de toutes les manières possibles. Donc c'est impossible de l'aimer. D'ailleurs, je crois que je l'ai tué, mais je sais même plus. Je sais plus si j'ai tué les femmes ou pas de Sanadar. D'ailleurs, bon, c'est la question sensible. Est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu connaissais pour faire ces personnages qui te sortaient par les yeux? Oui, un peu, mais c'est méchant, mais c'est pas des personnes que je connais de manière. En fait, il y a un peu de moi, il y a un peu de tout le monde dans les personnages. Même dans ceux qui sont vraiment désagréables, il y a des tics. Il faut essayer de se voir un peu tel qu'on est, de sortir de soi pour voir ses propres défauts et peut-être essayer de les mettre et de les rendre compréhensibles. Et après, parfois, plutôt sur des détails physiques, quelque chose comme ça, peut-être que oui, je crois que pour la grand-mère, c'était une grand-mère justement qui allait chercher en même temps ses enfants à l'école, en même temps que moi j'allais chercher mes filles. Elle était peut-être très gentille, j'en sais rien, c'était plus pour le physique, ce genre de choses. Mhm. Ouais. Donc la réalité est vraiment voilà, une source d'inspiration pour toi en fait. Oui, de plus en plus. Au début, quand j'écrivais, je pensais qu'il fallait à tout prix euh, une histoire incroyable, une histoire. Enfin, c'est pour ça qu'au début, j'essayais de faire de la fantaisie ou ce genre de choses, mais j'arrivais jamais à aboutir à quelque chose qui m'intéressait, qui me plaisait à 100%. Et même après, avec Fièvre de lait, avec Saint-Lazare, ça me ressemble pas tant que ça. C'est depuis que j'ai écrit ma nouvelle Dans la gueule du loup, peut-être les personnages d'un côté euh, sont plus proches de mes préoccupations, donc d'un côté l'écriture est plus spontanée et plus vraie. Ce que je raconte est peut-être plus vrai, plus sincère qu'à ce moment-là. Et, en lisant beaucoup aussi, j'ai vu qu'il y a un auteur que j'aime beaucoup, un auteur norvégien qui s'appelle Karl Knausgaard, qui a fait une autobiographie en 6 parties, un gros pavé, plus grand je crois qu'à la recherche du temps perdu de Proust.
Et en voyant à quel point ça pouvait être universel de parler de soi, Mhm. en étant sincère et en essayant de dire les choses telles qu'elles sont, finalement, ça atteint un côté universel que peut-être il n'y aurait pas eu s'il s'était caché derrière un personnage. Donc Mhm. maintenant, je, dans mon prochain livre, c'est un peu moi sans être moi. C'est moi si j'étais dans d'autres circonstances, comment je réagirais. C'est ce que je me dis souvent. Hyper intéressant. Mhm. D'ailleurs, bon, vu qu'on a parlé de tes personnages les plus détestés, enfin, que tu détestes le plus plutôt, on va Ouais. essayer de continuer à nager dans le négatif. Ton pire défaut, tu l'as donné à quel personnage exactement? Je pense que c'est à Robin. Comme je disais, c'est le personnage qui me ressemble le plus, mais il a un côté un peu branleur que j'ai un peu aussi. Et donc, je pense que c'est ce défaut-là. Mais après, moi, je vis assez bien avec ma paresse. Au quotidien, après, enfin, moi, mais moi, ça va. Je le vis bien. Ouais, c'est super. Bon, la paresse aussi, enfin, je trouve que c'est un défaut aussi, des fois qui. Enfin, c'est vrai que tout le monde ne le vit pas bien. Je Oui, pense bah, qu'on en fait, appelle moi, je le procrastination. vis bien parce que ça m'arrange, mais lui, enfin, lui, je pense que ça l'arrange moins, c'est parce que il se retrouve à faire plus de trucs. Mais je sais pas si c'est bien de. Ah, voilà, quoi. Ouais, je Ah, suis une ah. flemmard. T'inquiète pas, je pense qu'on fait partie de la même équipe, hein. Et ta Après, je plus travaille. belle. Hmm. Je disais, je travaille beaucoup sur l'ordi et tout, mais c'est vrai qu'à la maison, je suis pas forcément, euh, je sais pas, la vision de la femme au foyer telle qu'on s'imagine. Bah après, je me demande si c'est pas parce que le temps passe vite pour nous dédouaner, tu vois. Ouais, Voilà, c'est le temps, c'est pas nous. et oui, voilà, c'est ça. Je dirais ça la prochaine fois. Et ta plus belle qualité, qui a eu l'honneur de la voir d'entre tes personnages? Euh, Ils ont tous des qualités, mais après, je sais pas s'il y en a forcément une qui me ressemble. Il y a Delphine, elle est assez volontaire. Moi, je suis pas très volontaire. Sœur Marie, elle est très tolérante. Moi, je suis plutôt tolérante, mais elle, c'est carrément une sainte. Donc, je sais pas si je suis tolérante à ce point-là. Enfin, je pense que je suis assez tolérante, mais elle, c'est vraiment, enfin, Sœur Marie, quoi. Après, je pense que Robin, le sens de l'humour, peut-être. Peut-être que, ouais, le sens de l'humour, ça serait peut-être la qualité que je pourrais injecter dans mes personnages. D'accord. La scène qui t'a fait le plus rire en l'écrivant. Et pourquoi? Alors, bah, c'est l'Inkipit de Chardon Chéri, donc avec Robin. Mhm. Ça commence sur Robin qui veut, il devait donner un manuscrit à son éditeur, mais enfin, on apprendra pourquoi plus tard, mais il ne donne pas le bon manuscrit. Donc, ce qu'il donne comme manuscrit, c'est une parodie de romance, euh, comme les romances qu'on peut trouver sur Amazon et tout, mais une Mhm. parodie vachement trash et dégueulasse. Et donc, du coup, ça m'a fait énormément rire de l'écrire, mais j'ai dû me censurer parce que je l'avais publié dans un premier temps et il y a plein de gens qui ont demandé un remboursement sur Ah Amazon. oui? Donc, j'ai. Wow. Ouais, ouais, genre, je sais plus, mais je pense que c'était de l'ordre de 50% des personnes demandaient un remboursement. Je me suis pris plein de une étoile, etc. pour ça. Donc, du coup, j'ai vachement raccourci. Et c'est dommage parce que je trouvais ça vachement marrant. Enfin, c'était un peu crade, tu vois, mais c'était assez rigolo. Et voilà. Si jamais ça intéresse les gens, un jour je mettrai sur mon site la version censurée. Ah Inky oui, censurée. attends. Bah, c'est une bonne anecdote, hein. Mais bon, l'essentiel, c'est que toi, ça t'a fait rire. Enfin, bon, Oui, avant mais pas jeune, en bien sûr. fait, au début je me suis dit, je gagne pas beaucoup d'argent avec mes romans. Et je me suis dit, oh, et si t'écrivais une romance, ça marche bien les romances. Alors j'ai commencé à écrire, mais avec tous les clichés possibles. C'était genre, elle, c'était la pauvre petite étudiante qui avait pas le sou. Lui, c'était la star du campus qui faisait du football américain. Vraiment tous les clichés. J'écrivais Ah vraiment tout ce oui. qui me passait par la tête. Et en fait, au bout d'un moment, je pouvais pas. Je me disais, mais c'était tellement con que j'ai commencé à ajouter des détails de plus en plus cons. Et moi, je trouvais ça vachement rigolo. J'ai mis des phrases genre, je sais plus, elle avait. Attends, c'était quoi?
je suis fière de ma connerie un peu. Euh, Martha était sa meilleure amie depuis qu'elle avait 7 ans et qu'elle s'était battue lors d'une course de bateaux en papier dont ni l'une ni l'autre ne parvenait à déterminer le vainqueur. Un cocard et une poche de petits pois sur la figure plus tard, elles devinrent inséparables, comme les perroquets de la même espèce. Sauf qu'elles n'étaient pas vertes, mais couleur chair, comme beaucoup d'humains. Enfin, plein de trucs absurdes et stupides comme ça, et puis ça devenait de plus en plus crade, et à la fin, je sais plus comment ça terminait, je crois que tortue ou un truc comme ça. Et voilà. Et donc, en fait, c'était une manière pour mon personnage d'envoyer balader son éditeur et de lui dire j'ai pas envie de publier le livre que tu veux que je publie. Enfin, c'était une manière de faire un doigt d'honneur. Et les gens sont pas allés assez loin pour voir que c'était une parodie, que c'était pas le vrai livre en fait. Que le vrai livre, on voit que ça parle d'un personnage et que là, ça parlait d'autres personnages, que donc ça collait pas. Enfin voilà. Ouais, non, mais je vois le concept. Hein. Moi, je vois le concept. J'ai, enfin, les livres comme ça, parodiques, je les trouve encore plus intéressants quand ils sont lus à l'oral, tu vois. Quand ils Mmh. sont lus à haute voix, quoi. Là, je pense que vraiment, là, on sent le sens un peu, tu vois, parodie. Je pense que peut-être Ouais, sur le coup, on n'a pas compris. ouais, je sais pas. En tout cas, je pense que la littérature doit avoir ce côté ludique un peu. Si tu fais Ouais. que des trucs un peu lourds, un peu tristes, ben ce sera pas. Enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ça. C'est n'importe quoi. Mais franchement, c'était un texte que j'ai trouvé assez marrant. Je me suis amusée, quoi. Je me suis fait plaisir. Pour moi, c'est l'essentiel. Si tu devais fuir, si tu devais fuir après une attaque mondiale de zombies, avec quel personnage fuirais-tu? Euh, Sœur Marie, c'est une religieuse, donc peut-être que du coup j'aurai de la chance, peut-être que ça va m'aider. Je sais pas si ça porte bonheur, les religieuses, mais peut-être. Je sais pas. Au cas Ah, où on se fait attraper par les zombies, j'aurais plus de chances d'aller au paradis, donc c'est bien. ah, je m'attendais pas à cette réponse. Moi, je me suis dit que tu allais prendre un personnage pour survivre à la Walking Dead. Walking Dead, Ouais, et finalement, c'est Sœur Marie. Ok. ouais, non, parce que j'ai pas de personnage qui serait héroïque ou masculin, vraiment avec les épaules, etc., une vision idéalisée ou non, donc non, une religieuse c'est bien, je trouve. Bon D'ailleurs, ça choix, serait bon choix. un livre d'horreur de zombies avec des religieuses, ça pourrait être pas mal. Hmm, c'est clair. J'aime particulièrement lire ce genre de livre en hiver quand je suis sous ma couette et je sais qu'il fait nuit ou quand il pleut et que tu entends les gens courir et que toi tu es dans ton lit. Là, je me dis, ah ouais. Enfin, je sais pas pourquoi j'aime lire ces livres à cette période-là. Je pensais que j'étais la seule à être sadique et à regarder quand il pleut les gens dehors avec une tasse de thé, mais ça va, je suis pas la seule apparemment. Ah là là, ça c'est mort pour ma réputation. Donc, ce personnage, donc Sœur Marie, est selon toi le plus digne de confiance, toutes tes œuvres confondues? Oui, 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 je pense parce que c'est elle qui aide les femmes de Saint-Lazare, puisqu'elle est dans une prison de femmes et elles sont toutes maltraitées. Il y en a qui y sont, mais de manière injustifiée. Et en fait, elle va les écouter et c'est cette écoute qui va les aider à aller de mieux en mieux et puis va avoir vraiment un effet positif sur la prison. Donc, alors que mes autres personnages sont plus auto-centrés, donc je pense pas que, ouais, je pense qu'ils sont moins dignes de confiance. Tout en étant intéressants, mais moins dignes. Ok. Bon, je sais qu'on en a déjà parlé au début, mais on va revenir un petit peu sur ton processus d'écriture. Tu m'as déjà donné quelques éléments de réponse. Qu'est-ce qui t'agace le plus dans le processus d'écriture? Ben, comme je t'ai dit, c'est le fait, tu vois, que ce soit un processus très long. C'est quelque chose, pas, c'est pas comme une nouvelle ou c'est pas comme une poésie. C'est vraiment quelque chose que tu vas reprendre tous les jours, remâcher, remâcher, remâcher. Et autant ça peut être vraiment à certains moments stimulant, et puis tu peux te relire ce que tu as écrit et tout, et être content, fier de toi et tout. Il y a des moments, souvent quand tu es dans le ventre mou un peu, que tu es au plein milieu de la rédaction du livre, où tu en as un peu marre, tu sais plus où tu vas, tu sais plus. Tu perds
un peu de vue l'objectif qui est de terminer ce livre. Mhm. Et je pense que ouais, c'est le fait que ce soit un processus long. En plus, je suis quelqu'un d'impatient, donc j'ai envie de partager de suite ce que j'ai écrit. Et, Mhm. euh, et voilà, et donc du coup, c'est chiant. Et puis, en plus, il y a ce côté, quand tu as terminé d'écrire un texte, tu te sens comme Dieu, tu as l'impression que ce que tu as écrit, c'est génial. Et Mhm. en fait, il faut attendre pour voir vraiment ce que ça vaut. Et moi, j'ai tendance, parfois, je pourrais vouloir publier juste après, et maintenant, j'essaie vraiment de, 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 de me contrôler. Donc voilà, je pense que ouais, c'est le fait que ce soit vraiment un long processus, qui soit le plus en mieux. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pensais, enfin, moi qui ai publié il n'y a pas très longtemps, je pensais être la seule. Des fois, tu es sur le texte et tu penses déjà à la com. Tu es déjà ailleurs. Ouais, Je sais pas si tu vis la même chose. ouais, mais en plus, en tant qu'auteur, enfin, je sais pas si t'es auto-édité, mais en tant qu'auteur indépendant, comme tu dois tout gérer, ben, t'es obligé d'y penser dès le départ. Moi, ma couverture, là, pour le prochain, elle est déjà faite presque avant d'avoir commencé à l'écrire, quoi. En plus, enfin, je fais les couvertures aussi de la maison d'édition, donc euh, c'est une manière de me détendre. C'est un peu étrange, mais je me détends en faisant des couvertures. Et donc, et voilà, et c'est vrai que t'es obligé de commencer à en parler 6 mois. Enfin, tu dois gérer vraiment la partie communication, la partie édition, et voilà. Et donc, du coup, peut-être que parfois, tu penses moins à ce que tu vas écrire, quoi. Et c'est dommage. Il faudrait trouver, je pense, un juste milieu. Moi, je trouve que l'auto-édition, c'est un côté vraiment intéressant, mais aussi décevant. Euh, je pars dans un grand laïus, je ne sais pas si ce sera dans le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que on peut publier tout ce qu'on veut, et malheureusement, je trouve que ça aurait pu être un truc qui est une sorte de contre-culture, comme ça a pu être avec la musique ou ce genre de choses. Mais au lieu de Mhm. ça, bah, quand on voit vraiment ce qui vend vraiment bien en auto-édition, c'est souvent des romans qui sont dans des niches très précises, qui vont être, je reçois des messages, la fantasy, la romance, je sais pas, je dis comme ça, le polar. Donc, ce que moi j'aime bien faire, c'est la littérature blanche, c'est-à-dire quelque chose d'un peu inclassable. Et ben ça vend tellement pas que tu es obligé de peut-être, même au moment de la rédaction, à essayer de te dire, ah, je vais mettre des éléments peut-être de polar ou peut-être des éléments surnaturels ou ce genre de choses pour pouvoir le nicher quelque part et pour. Tu es obligé de penser en fait au public et alors que on devrait moins y penser, je pense. Et c'est ça que je trouve dommage. Ça aurait pu être un espace vraiment de création, de créativité. Mhm. Je trouve que c'est pas encore ça. Je trouve qu'il faudrait franchement que les gens qui achètent de l'auto-édition soient aussi. Enfin, je pense qu'on a tous notre responsabilité, mais je pense que c'est Amazon déjà, parce que enfin, c'est Amazon qui s'occupe de tout ça. C'est Mhm. déjà Amazon qui va avec le système de notation et tout, qui va mettre souvent en valeur les trucs qui sont vraiment nichés, comme je dis. Enfin, je sais pas comment dire autrement, quoi. Et du coup, j'ai rarement vu un livre vraiment qui pourrait être de la littérature blanche ou qui pourrait être inclassable, qui soit. Enfin, c'est rare en tout cas de voir. Mhm. C'est souvent des couvertures qui se ressemblent avec des loups-garous, des mecs torse nu ou ce genre de trucs. Et c'est dommage, parce que je pense qu'on pourrait faire vraiment quelque chose de sympa, quoi. Si on se libérait tous de toutes les Bah, contraintes, quoi. c'est vrai que malgré l'auto-édition, on est tous toujours dans des cases quand on Ouais, écrit. Et, c'est ça. Moi, ce qui et me fait peur, le prochain, il est vachement. Je je vais essayer de le faire éditer de manière traditionnelle, mais je le vois vraiment pas en auto-édition parce que il va pas trouver son public, je le sens. Et donc, c'est vachement frustrant. Tu écris quelque chose qui te plaît pour une fois, tu te dis, je vais faire vraiment euh, comme je le sens. Et tu sais, c'est un peu décevant. Donc, j'essaie de pas y penser. Je me dis, bon, on verra. Mais voilà. et Je trouve que c'est. c'est vrai que, ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai que dès le départ, on te demande, c'est la question qui m'a toujours un peu gênée, enfin en tout cas quand j'étais dans le processus d'écriture, c'est
tu destines ton livre à quelle tranche d'âge, à quel type de personne. Et je me disais, ah, donc on peut pas faire un livre pour tout le monde. Enfin, bon, je sais Ouais, c'est ça. qu'on est dans un monde de... Le public cible, tu as toujours le public cible, je déteste ce mot, et à chaque fois on t'y ramène que dans la couverture, mais aussi dans le processus d'écriture. Il faut réfléchir à un public cible et donc lui donner ce qu'il veut. Et je trouve que c'est antinomique avec la création artistique. Parce que la création Exactement. artistique, ouais, voilà, c'est essayer de faire quelque chose d'universel, pas quelque chose de pour plaire à telle catégorie de gens, les femmes de 25-35 ans, ou j'en sais rien, tu vois. C'est un peu... Mais en même temps, en édition traditionnelle, c'est aussi un peu la même chose. Donc, je sais pas, il faut vraiment. Enfin, je pense que c'est vrai, tu vois, on a l'auto-édition, on devrait en faire quelque chose de plus libre. Franchement, je te rejoins à 100%. Je pense que ça donnerait plus de liberté aux auteurs. Ils auraient peut-être moins la pression, il y aurait moins de concurrence. Euh, Parce que tout le monde est un peu hybride dans ce. Enfin, c'est la planète, chacun a sa planète, donc ça sera jamais la même. ouais, Et c'est pas encore ça. ouais. On va rester un peu dans l'art, mais cette fois à côté un peu cinéma audiovisuel. Si ton nouveau roman était un film ou une série Netflix, lequel serait-il? Quel film ouais. Euh, bah, Netflix, c'est un peu la même chose qu'Amazon, je dirais, c'est assez niché. Donc, euh, après, il y a des bons films sur Netflix, mais c'est pas toujours les productions Netflix. Vérité, Même hein, je veux pas. Bon, c'est pas la mais majorité. il y a un film que j'avais vu, je crois que c'était une production Netflix, qui s'appelait Je veux juste en finir. C'était un film super chelou, une sorte de film d'horreur, mais vraiment, euh, enfin, il m'avait bluffé, c'était assez bizarre. Je saurais pas dire si j'ai aimé, mais ça avait vraiment un côté particulier et c'est quelque chose que j'essaie peut-être un peu de reproduire ou quelque chose qui m'inspire pour mon prochain, une ambiance un peu ouatée, un peu cotonneuse. Donc, D'accord. Je veux juste en finir, c'est ça? ouais, ouais, un truc comme ça. Je sais plus exactement. La fille, elle est rousse, je crois, ou le mec est roux aussi. C'est une femme qui veut rompre avec son petit ami. Et Mhm. voilà. Et je peux pas trop. C'est la phrase d'accroche. Ah ben, je l'ai pas vu. Mais tiens, en parlant du nouveau roman, peux-tu nous mettre un peu l'eau à la bouche avec l'histoire, avec son histoire, enfin, nous faire une petite synthèse, voilà, de ce que tu nous prépares? Bah alors, je suis assez nulle pour parler de. Je vais essayer. Alors, ça va être. On va suivre une héroïne. Euh, et ça va être une relecture de La Maison hantée, mais au lieu que ce soit dans une ambiance un peu sombre et draculesque, enfin, je sais pas, euh, Ah, ça va être plutôt une ambiance de fin du monde type caniculaire, une chaleur vraiment étouffante. Du coup, l'ambiance sera vraiment moite. Et il va se passer des événements un peu horrifiques que je ne veux pas révéler parce que c'est pas juste ça, ça va être c'est une sorte de livre, de roman social d'horreur. Et donc, ça va parler aussi de pauvreté, de chômage, des trucs comme ça. Mais ça va être en fait le parallèle entre l'invisibilisation euh, des gens qui n'ont pas d'argent et qui parfois vont à la campagne, ce genre de choses, et l'invisibilisation de côté fantomesque, quoi. Et, euh, et sauf que ce ne sera pas des fantômes dans le sens classique, ce ne sera pas le drap blanc, ce sera, et là je ne peux pas dire quoi parce que ce sera la surprise. ah ouais, mais là, tu nous prépares un truc vraiment hybride. Et puis en plus, c'est dans l'air du temps. Oui, on a crevé de chaud cet été. Oui, oui, voilà, c'est ça. Et on ne saura pas, est-ce que c'est la fin du monde parce qu'il y a eu une sorte de... parce que autour d'elle, c'est un peu dépeuplé et on ne comprend pas pourquoi. Et voilà. Et est-ce que c'est parce qu'il y a eu une sorte de... Enfin, pas vraiment un accident nucléaire, mais est-ce que c'est la canicule au bout d'un moment qui fait ça? Et ce sera vraiment fantastique dans le sens où on ne saura pas si c'est elle qui débloque ou si c'est vraiment fantastique, si
s'il y a une vision réaliste ou une vision presque merveilleuse. Ce sera une tension entre les deux, on ne saura pas. Peut-être à la fin. Et, franchement, dès que tu commences... Ah, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, vas-y. Ouais. Non, je disais que dès que tu commences la com de ce petit livre, de ce roman hybride, n'hésite pas, hein, que je puisse la partager en story. Bon, j'ai pas full... si, j'ai quand même quelques followers bien sympas et tout, mais moi, ça m'a l'air intéressant. Je pense que voilà, on a besoin aussi de petites brises fraîches dans le monde de l'écriture, quoi. En auto, quoi. Si jamais tu as l'occasion, ou si jamais les personnes qui regardent ont l'occasion, il y a Linkipit qui est déjà disponible sur mon site, là. Le début du livre, le premier chapitre. Et voilà. C'est expérimental aussi au niveau de l'écriture, plus que mes autres romans. Parce que j'étais assez classique et maintenant je m'amuse un peu avec Bah, de toute manière, moi, il faut que je mette tous tes liens en plus. Il faudra pas que j'oublie. Donc, je vais faire en sorte aussi en story. Même, tu as aussi Twitter. Ouais. Donc, aussi mettre le lien de ton site avec peut-être une petite approche sur le nouveau bouquin. Ou peut-être que je vais prendre une de tes phrases. C'est une œuvre horrifique caniculaire, ça va? Pourquoi pas. Et oui, ce que j'avais oublié de dire, c'est que c'est le premier que j'écris qui sera à la première personne du singulier. Donc, ça sera un langage beaucoup plus parlé et parfois haché, comme la pensée un peu, ou comme quand on parle, et que justement, c'est pas tout le temps correct. Donc, c'est aussi en ça où je m'amuse avec la langue. Bah, c'est super parce qu'en plus, l'utilisation du jeu, c'est que vraiment là, ça accentue l'immersion. Donc, pour ceux qui regardent le live ou qui regarderont la rediff, la vidéo sur le feed, foncez. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner tes conseils lecture pour cette rentrée? Alors, là, comme je t'avais dit, j'ai une chaîne YouTube où je parle de mes lectures. Là, sur la rentrée, celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est L'inconduite de Emma Baker, qui parle de désir, qui parle de féminité un peu, qui parle du regard de l'autre, comment vivre sous le regard de l'autre, comment vivre son désir, son plaisir. S'émanciper un peu de l'autre pour se recentrer un peu sur ses propres envies. Et c'est Emma Baker qui l'a écrit. Elle avait déjà écrit La Maison. C'était un livre qui parlait de son expérience. Elle a je sais plus si c'est pendant un an ou deux. Elle a été prostituée à Berlin. Et donc, elle parle de son expérience comme ça. Et c'est vachement intéressant. C'est 2 livres qu'elle a écrits. Après, sinon, pour l'instant, à part celui-ci, la rentrée, je suis pas encore... Enfin, c'était vraiment mon coup de cœur, là. Et sinon, j'aime beaucoup Karlov Knausgaard, j'en ai parlé déjà. Mon combat. J'aime beaucoup John Kalman Stephenson. Je les aime pas tous, mais j'aime un de lui, c'est Ton absence n'est que ténèbres, qui est très très bien. Voilà, après... sur ma chaîne, en tout cas, je parle des livres sans concession. Donc, voilà, j'essaie elle est vraiment pas mal ta chaîne. Hein. J'y ai fait un tour. Je regardais un peu la manière dont tu présentais tes chroniques. Bah, j'aime bien, c'est dynamique. Donc, Et voilà. Et donc, je fais aussi les chroniques sur Babelio et sur Sens Critique. Et voilà, je m'y crois. Et même, je vais faire la sélection du Goncourt la semaine prochaine. Je vais essayer de tous les lire comme l'an dernier. Wow. J'aime bien. C'est la rentrée littéraire, ça m'excite un peu. Il y en a, c'est le Festival de Cannes. Moi, c'est la rentrée littéraire. D'ailleurs, là, bon, tu nous as donné tes conseils lecture pour la rentrée. Tu n'as même pas inclus un de tes livres. Oui, mais non, parce que ce serait étrange, je trouve. J'en parle là. Je me disais dans ma tête, bon, c'est quand qu'elle va parler d'un de ses livres? Peut-être Chardon-Marie.
C'est Chardon chéri. Je peux parler Pardon, des. c'est Enfin, j'édite des classiques, mais j'édite aussi deux personnes. J'ai édité Quand tout menace de Florence Dalbe, qui est un roman qui se passe dans la nature. C'est Manon, une petite fille, qui vit dans une caravane avec sa mère. Elle fuit le père, et ça parle un peu de violence, d'abus de violence contre les enfants, mais pas uniquement ça. C'est pas ce c'est vraiment un livre qui est un peu dans la même veine que My Absolute Darling de Gabrielle Talent. C'est vraiment chouette. Et voilà, je le recommande. Et après, je recommande aussi Philippe Marly, Une âme flottante, autre roman que j'ai édité. Là, ce sera plus encore sur le désir et sur c'est des scénettes qui s'enchaînent sans forcément toujours être compréhensible au premier regard. C'est un côté un peu lynchéen. Et voilà, c'est vraiment cool aussi. Et dans mes livres, le truc c'est que pour l'instant, je suis pas fière à 100% de mes livres, tu vois. Je recommanderais peut-être Leur mère à toutes et Au nom de la mer, à la limite. Ma nouvelle, je l'ai relue récemment, je trouve qu'il y a encore des trucs à faire. Et sinon, le prochain, il va être bien. Lisez mon Incipit, il est vraiment bien. Voilà. Mais aurais-tu le syndrome de l'imposteur ou est-ce que Non, c'est ça qui fait que t'es pas... ce syndrome de la clairvoyance et de voir. Je peux pas être. Il faut que j'essaye un peu de dissocier le fait que je critique les livres et le fait que j'écrive moi-même, mais parfois les deux entrent en contradiction. Et j'ai Ah, je l'impression. vois. Ouais. En fait, je peux pas être super dure avec plein de livres et en même temps dire ce que je fais c'est génial. À force de lire et de voir ce qui va pas dans des livres, je vois aussi ce qui va pas dans mes propres livres. Mais en même temps, c'est ma seule source de revenus, donc je les laisse parce que je me dis, oh, sur Amazon, de toute façon, il y a ça, il y a à manger, à boire, donc c'est pas très grave. Mais, mais si je pouvais, si un jour j'arrive à être plus, à vivre d'autres livres que j'aurais écrits et qui seraient mieux, je pense que je les dépublierai. Mais d'un autre côté, je trouve que ça peut être intéressant pour voir comment évolue le style d'un auteur. Ça peut avoir un côté, tu commences, tu sais pas trop, tu vois, souvent on a ce côté-là, on voit l'œuvre. Par exemple, quand tu lis Madame Bovary, tu vois pas toutes Mhm. les réécritures qu'il a faites, tu vois, Flaubert, tu vois juste la version finale. Et là, c'est un peu comme si les gens auront accès au prototype un peu de ce que je vais donner. Si je donne. Enfin, je dis ça comme si j'allais écrire un chef-d'œuvre, mais je pense que je sais pas si c'est le truc de l'imposteur, je pense que c'est plus. Après, ils sont pas horribles, hein, franchement, mais si vous êtes curieux, allez-y. Mais c'est pas. Parfois, j'ai l'impression que c'est du Guillaume Musso ou ce genre de truc. Quand je me relis, je suis pas contente à 100%. Quoi. Ah, moi, je comprends parce que contrairement à ce que la plupart des gens disent, il y a quand même le niveau est assez élevé en auto-édition. Et c'est vrai que quand tu chroniques aussi, enfin quand je dis le niveau est assez élevé, bah moi j'ai chroniqué, enfin je crois une quarantaine de livres et t'as tous les, enfin tout le monde a son style. Et c'est vrai Mm. qu'après quand toi-même tu fais ta réécriture, ou que toi-même tu prends du recul et voilà sur ta propre œuvre, oui tu, Et bah je oui, dirais mais une petite qualité par quand exemple, même. quand j'ai lu Quand tout menace de Florence, Mhm. j'avais envoyé, parce qu'on mes copines, alors on se fait nos bêta lectures et c'est cool. Mhm. Et donc, elle m'avait envoyé le sien et moi, je lui avais envoyé le mien. Et je trouvais que j'avais vachement honte de lui avoir envoyé le mien parce que je trouvais que son style était vachement abouti, vachement mûr. Et il y a ça aussi. Tu vois des trucs vachement bien et tu te dis, oh, je suis encore loin de ça. Mais plus, c'est une prise de conscience, ça te permet aussi d'essayer d'évoluer et de ne pas rester dans tes propres. Parce que j'ai eu des critiques qui étaient assez négatives, tu vois, pour certains livres. Et au début, ça te fait vachement de mal. Et après, au bout d'un Mhm. moment, tu te dis, essayons de voir et de se dire s'il n'y a pas du vrai un peu et est-ce que tes personnages sont pas stéréotypés ou ce genre de truc. Et parfois, ben, c'est le cas, tu vois. Et juste dire ah non, ils comprennent rien, c'est des salauds ou ce genre de truc, ça t'aide pas finalement. Même si parfois ça peut en être aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai eu la chance, on va dire, de m'en être. Enfin, je trouve qu'en auto-édition, souvent, euh, on se donne des coups
pouces, alors du coup, les notes sur Amazon, elles sont plutôt bonnes. Et moi, je sais pas, j'ai eu la chance d'avoir des très mauvaises notes parfois. Alors, je sais pas, peut-être que c'est nul, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça te permet de te remettre en question. Et je pense que si j'avais pas eu ça, ben, je me serais peut-être pas remis en question et j'aurais été dans la complaisance avec mon propre style. Et, euh, et voilà quoi. Et au bout d'un moment, j'espère que j'atteindrai quelque chose de suffisamment personnel, de suffisamment abouti pour me dire ah ben non, là les critiques, c'est pas la peine. Enfin, je sais ce que je vaux. Et maintenant, je commence à le dire d'ailleurs. Enfin, quand ça arrive encore d'avoir des critiques, pour mon nouveau, ben, je commence à dire c'est pas vrai. Mais c'est parce que je suis mise en question et que j'ai toujours ce souci de m'améliorer. Mais peut-être que encore une fois, dans quelques mois, je dirai bah non, c'est vrai, il était nul à chier, il avait raison. Je sais pas. C'est un perpétuel, un perpétuel apprentissage. Je sais pas si on met dans le- Et voilà, on termine jamais, je pense, d'apprendre à écrire. Oui, et puis je pense que c'est la bonne solution de se remettre souvent en question pour évoluer. Et je pense, enfin, avec le recul, je me dis, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le message qu'on veut transmettre et qu'on s'assure que, en fonction de notre écriture et de nos tournures, le lecteur comprenne bien le message, ou bien c'est, ben, est-ce que c'est juste plaire au lecteur? Et ça, c'est sûr qu'il y en a, ils n'aimeront pas. Donc je me Oui, dis, enfin, peut-être le c'est but ce c'est que je d'être disais. bien compris. Le fait d'être dans des niches, etc. C'est pour ça que enfin, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien quand même aussi passer à l'édition traditionnelle, mais en même temps, c'est vrai que par exemple, ça paie beaucoup moins bien parce que je crois que pour un roman, tu touches entre 8 et 12%, alors qu'en auto-édition, ben, c'est pas la même. Mais d'un autre côté, mais j'aimerais bien parce que euh, j'imagine ça avec plus de liberté, bizarrement. Je pense que l'auto-édition devrait évoluer encore pour offrir vraiment, euh, permettre à des auteurs de s'épanouir sans se trahir, tu vois, d'une certaine manière, sans vouloir faire quelque chose de commercial. Parce qu'il y a ça un peu aussi. On veut être lu, et puis après, on passe de l'étape on veut être lu à on veut plaire au plus de monde. Et, enfin, c'est un engrenage en plusieurs étapes, mais parfois, c'est dur d'en sortir, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, alors, est-ce que si tu avais un message à transmettre aux auteurs qui vont suivre le live après, ou ceux qui sont là avec comme Galice et Enzo, alors je ne sais pas s'il est auteur, mais est-ce que tu as un mot de fin pour ces personnes, pour ces personnes-là? Lisez, on lit jamais assez, donc moi Mm. franchement c'est le fait de lire qui m'a aidé à me trouver un peu plus parce que tu vois les thématiques qui peuvent te toucher, tu vois parfois même des images qui il y a un écho en toi et parfois je dis pas que tu vas les pomper mais tu vas t'en approcher et puis ça va se retransformer encore et encore et en fait c'est vrai qu'il y a cette la notion de palimpseste, tu vois, tout texte a un rapport avec les autres textes qui ont été écrits et c'est comme si on écrivait tous sur le même texte, tu vois, et c'est assez chouette, je trouve, comme image. Et malheureusement, ben, il y a peut-être des gens qui lisent pas assez, tu vois, et du coup, c'est dommage parce que ça leur permet pas, je vais pas parler de se surpasser, parce que c'est pas une question de se surpasser ou de se dépasser ou quoi que ce soit, mais peut-être de se trouver un peu, tu vois, de voir qu'est-ce qui résonne en eux et pourquoi, ce qui pourrait donner du relief aux histoires un peu, tu vois, je veux parler de ça, mais en même temps, je veux parler peut-être aussi de ça. Et ça, tu t'en aperçois quand tu lis, tu vois, tu vois que, ah ouais, putain, là, ça parle, ça me parle, tu vois, et j'y avais pas pensé, et si je le mets un peu dans mon histoire, peut-être que ça va donner des symboles, ça va donner, enfin, ça donne du tissu, en fait. Tu fais un tissu, tu fais un tissage, et ça te donne du tissu. Mm, mm, mm. Et donc voilà, et moi je pense que vraiment les seuls trucs qu'il faut faire, parce qu'on envoie beaucoup de formations, de trucs comme ça,
de plus en plus, il y a des auteurs qui gagnent un peu plus, qui vont essayer. Enfin, on voit non, pas Marc Weber, comment il s'appelle, Bernard Weber, d'autres du même genre, que je n'ai pas de problème avec lui, mais qui font payer des formations à 199 euros, 99 euros. Parfois, ça brade, parfois ça brade pas. Alors que deux trucs, tu vois, pour apprendre à écrire, c'est lire et écrire. Mhm. Et Ouais. c'est tout. Et c'est tout. Ouais. C'est tout à fait d'accord. Vraiment. Ouais. Je trouve que c'est Alors, dommage. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on voit aussi en auto-édition, ça. Le fait de, de vendre des formations. Enfin, j'en vois ouais. tourner, etc. Et je trouve que c'est un peu cynique, tu vois. Parce qu'en plus, ces gens-là, je ne vais pas le dire, mais ces gens-là savent très bien que tous les gens qui vont leur acheter la formation, ils ne vont pas faire des milliers de ventes. C'est assez cynique, je trouve. C'est, je donne en plus un truc, des conseils pour faire des livres stéréotypés, enfin pas stéréotypés, mais des recettes qui marchent. Ça Mhm. va faire des Mhm. livres qui se ressemblent de plus en plus. Et en plus, Mhm. c'est impossible en fait que tout le monde fasse un best-seller. Enfin, en termes de nombre, ce n'est pas possible. Donc ces gens le Mhm. savent, mais ils vendent quand même, ils vendent ce rêve-là un peu, et c'est un peu dégueulasse, je trouve. Ouais. Non, mais ton analyse, elle est claire sur ce point-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs voilà, qui veulent écrire, mais qui aussi jugent sévèrement leur style, enfin, leur style naissant. Et comme tu as dit, en fait, souvent, c'est des formations qui dépassent des fois les 100 euros. Hein. Ouais, Mais ouais. bon. J'avais donné des cours. À un moment, il y avait une jeune femme qui voulait écrire et je lui ai donné des cours en plus, mais c'était pas 100 euros, tu vois. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même quand tu as cette place-là, tu vois que c'est frustrant parce que tu peux pas être à la place de la personne, tu sais pas pourquoi elle veut écrire, tu sais pas ce qu'elle veut écrire exactement et tout. Et du coup, moi, je donnais des conseils, tu vois, parce que, enfin, au bout d'un moment, c'est bon, je commence à m'y connaître un peu, tu vois, donc je pense que ça va, tu vois. Mhm. Mais quand même, je me dis, ouais, c'est juste deux choses, quoi, à faire, quoi. C'est lire et écrire, et te demander, à la limite, pourquoi tu veux écrire. Est-ce que c'est pour avoir une certaine reconnaissance ou, enfin, je sais pas. C'est un peu con, quoi. Je me dis, enfin, c'est vrai, les formations, en plus, euh, je trouve qu'en plus, tu vois, quand tu fais une solution comme ça qui est applicable à tous, ben, elle est applicable à personne, quoi. C'est pas cool. Et je trouve que, enfin, c'est dommage parce que l'écriture, c'est quand même quelque chose de chouette. Et je pense que, en tant qu'auteur, enfin, c'est bien de se faire des amitiés d'auteurs, justement, pour en parler, pour avoir une sorte de solidarité qui se met. Et, et je trouve que c'est le genre de truc où finalement, c'est vrai qu'on devient un peu tous des concurrents, un peu tous, on est des prédateurs, des proies, etc. Et c'est un peu chiant. Moi aussi. Et tout le monde, en fait, je pense. Mais c'est pas cool, quoi. Non, mais clairement, c'est peut-être ça qui est dommage. Enfin, est-ce que tu penses que c'est aussi de la faute des maisons d'édition qui refusent beaucoup trop de manuscrits? Euh, Bah, le truc, c'est qu'après, tout n'a pas à être publié parce que tout n'est pas bon. Et le dire le contraire, ce serait pas juste ou pas bien. mhm, En revanche, enfin, ça, c'est le premier truc. Mais en revanche, tu vois, je trouve que bah, les maisons d'édition elles publient beaucoup de merde aussi, il faut le dire. Et que donc, enfin, tu te fais un nom. J'ai lu le mhm, dernier Hamilton, j'ai lu le dernier Virginie Despentes. Je trouve qu'au niveau du style, c'est pas très recherché. Et du coup, quand tu lis ça, alors tu as deux positions. Soit tu vas trouver ça admirable et remarquable et réjouissant et tout. Soit tu vas te dire, bah, c'est dégueulasse un peu. Et c'est vrai que sûrement que d'autres manuscrits à ce moment-là sont rejetés. D'un autre côté, tu sais que c'est ceux-là qui vont c'est les gros manuscrits avec les grosses ventes qui vont permettre de pouvoir alimenter des auteurs qui seront moins connus. C'est un système comme ça qui s'égalise à peu près, quoi. Et est-ce que les maisons d'édition refusent trop de manuscrits? Je sais pas. Enfin, je sais. Moi, je sais que comment je regarde à peu près, j'essaie de donner une chance un peu, mais
en termes de pourcentage, je ne saurais pas te dire qu'est-ce qui mériterait d'être édité, mais je pense que ça doit être infini, ça doit être très petit. Oui, ou peut-être ils ont leur propre agenda en fait, hein, je pense. Oui, c'est ça aussi. Il y a aussi, en fonction de sujets de société, enfin, voilà, t'as là, par exemple, pour des pentes, ça va être le féminisme. Moi, j'ai aucun problème après avec ça, tu vois. Mais Mhm. je trouve que c'est un peu dommage de faire trop de romans un peu essais et pas assez de littérature, quoi. Mais après, je connais des gens qui ont été édités et tout, et parfois ça se joue sur un coup de chance parce que tu as rencontré l'éditeur à un salon du livre ou ce genre de choses. Moi, je sais pas. Franchement, j'aimerais bien avoir une recette, tu vois, qui pourrait. Après, moi, je sais que les manuscrits que j'ai envoyés, pour l'instant, ben, peut-être qu'ils valaient pas la peine d'être édités, tu vois. Je suis à peu près honnête avec moi-même. Mais le prochain, j'aimerais qu'il le soit, et je pense qu'il est très possible qu'il le soit pas, parce qu'en gros, c'est un pourcentage vraiment minuscule, quoi. Et donc, Mhm. c'est déroutant un peu de se dire ça, et comment tu t'accroches à... Et c'est vrai que l'auto-édition, ça permet de pas désespérer non plus à 100%. Je sais que s'il n'est pas édité, ben, je l'auto-éditerai, et puis il se fera Mhm. défoncer sur Amazon. Mhm. Bon, après, ouais, moi, pour ma part, c'est plutôt le côté liberté. Ouais. Mais, d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là, j'avais. Oui, est-ce que La liberté, tu comme je écoutes? te dis, ouais, je te disais, la liberté, je sais pas si finalement elle n'est pas plus possible avec les maisons d'édition. J'ai lu des textes qui étaient vachement barrés, tu vois, mais Mhm. plus, plus d'un côté. Enfin, les maisons d'édition peuvent publier des trucs qui sont plus barrés au niveau du style, de l'expérimentation et tout. Et après, Mhm. au niveau de l'édition, j'ai pu lire des choses qui pouvaient parfois euh, être moins politiquement correctes d'un côté. Mhm. Et voilà. Mais parfois, tu vois, tu tombes sur des trucs un peu what the fuck aussi, où tu te dis, s'il y avait eu un regard éditorial, je suis pas sûre que ça serait pas ça Mhm. aussi. Ouais, non, c'est clair. Je Ouais. pense à, je pense à une œuvre que j'avais écoutée là, une romance avec le coronavirus. Ça m'avait. Enfin, bon, bref. Chelou. Moi, j'avais lu un Ah ouais. truc trop marrant. C'était sur Amazon, c'était un truc érotique, je crois, mais ah, c'était génial. Mais C'était c'était ça, une. non? Hein? C'était peut-être ça, non? Je sais Avec plus. le corona? C'était des nouvelles érotiques. Je crois pas qu'il y avait le Corona, mais c'était plein de nouvelles érotiques. Il y en avait, je sais plus, une centaine ou un truc comme ça. Et il y en avait une, c'était génial. C'était une femme. Et elle arrêtait pas de lui dire, vas-y, va profondément, touche mon cervix et tout. Je savais même pas ce que c'était un cervix, donc j'ai vérifié et tout. Je me suis dit, ah ouais, c'est génial. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est génial. Je sais plus comment ça s'appelle, il faut regarder les nouvelles érotiques. Je crois qu'elle avait une couverture assez SM ou quelque chose comme ça. Et Mhm. c'était vraiment génial, tu vois. J'étais vraiment heureuse de lire ça. Enfin, c'est ironique un peu, mais vraiment d'un autre côté, je me suis tellement éclatée en lisant ça. Et c'est là où tu te dis, ouais, il y a l'auto-édition, ça permet de faire des trucs comme ça, what the fuck, où tu te dis, euh, c'est n'importe quoi, tu vois. Et c'est génial de lire ça aussi. C'est le nanar Ouais, c'est qui clair. est sympa, qui est réjouissant. J'ai En beaucoup aimé. plus, le nanar en cinéma, enfin, c'est, bon, moi, j'ai fait une licence en ciné, et c'est vrai qu'à Ouais, un moment, on écoutait les nanars, et c'est vrai que tu mets ça chez toi, tu regardes, et ouais. tu te tapes, Les nanars, comme c'est on quand dirait. les nanars, c'est quand c'est pas fait exprès, c'est ça, je crois. Il y a une différence. Je crois qu'il y avait nanar et Non, les nanars, c'est carrément les gros stéréotypes, les gros, enfin, pas je sais pas comment enfin, Nado. Enfin, il y avait une les différence. nanars. Et voilà. Et donc, franchement, ouais, si t'as l'occasion, tu regardes sur Amazon. Je sais pas, tu tapes. Parce qu'il n'y a pas énormément de trucs érotiques, hard, on va dire. Je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus, hein, après. Bref. Et, euh, et donc, voilà. Et franchement, c'était tellement. C'était génial, tu vois. Et dis-moi, bon, c'est pas dans ma liste de questions, mais je suis curieuse, tu écoutes des livres aussi ou pas? En audio?
Bon, en général, les livres qu'on voit, les livres audio, c'est édité, je pense. Ouais. Mais est-ce que t'es plutôt partisane des livres audio, t'es dans le, J'ai jamais bah, t'es essayé. dans l'air du temps, entre guillemets, mais je sais pas ce que t'en penses. Ouais, pour l'instant, j'ai jamais essayé, mais j'ai pas d'avis négatif. C'est juste que j'ai une mémoire plutôt visuelle, il me semble. Alors, je sais pas si en audio, si je manquerais pas quelque chose. Puis comme je chronique en même temps, je suis souvent sur ma liseuse, alors ça me permet de prendre des notes et tout. Peut-être qu'en Mhm. audio, je sais pas, j'ai un rapport aux phrases un peu, je sais pas, c'est un rapport sensitif un peu, tu vois, et j'ai toujours été plus dans la vue que dans mon côté entendre. Mhm. En plus, j'entends pas très bien, donc je pense que je pourrais louper des trucs intéressants. Mais j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Après, on m'avait expliqué que pour les enfants qui aiment pas trop lire ou ce genre de trucs, ça peut être cool. Donc, je n'ai pas d'a priori négatif. Je pense que c'est surtout ouais, par rapport à l'immersion. Voilà, c'est dans tes oreilles, donc c'est plus facile de se plonger dans le. Après, il faut une belle voix, il faut une bonne voix, je dirais. Ouais. Mais voilà, mais. Et tu sais si on peut le faire là pour nos propres livres? Je crois qu'il y en a qui commencent à s'y mettre, il me semble. Bah, moi, je me suis essayée à l'audio. Ouais, Euh, donc, j'ai contacté bah, Jade. Bon, elle est pas. Mais Jade Lefebvre, hein, tu regarderas. Et elle, en fait, bah, elle est souvent voix off. ouais. Tu vois. Et puis elle fait pas mal de trucs sur TikTok où justement elle reprend des séries ou des films en vogue ou des jeux vidéo et elle met sa voix sur un des personnages. Et D'accord. alors l'audio c'est intéressant, mais ça dépend. Il faut vraiment choisir la voix en fonction de ton récit. Ouais, Donc moi j'avais travaillé avec une femme, avec un homme, avec deux femmes et un homme. Bon, j'ai pas encore tout publié, mais c'est vrai que en fait, il faut vraiment la voix. Je suis désolée, mais c'est comme si tu allais dans un magasin et que tu devais choisir ta voix. ouais. Après, je pense que comme tu vois le marché de l'audio, euh, je dirais qu'il a déjà pris de l'ampleur, mais j'ai l'impression qu'il est encore en train de monter parce que justement, t'as beaucoup de gens qui ne lisent pas et qui préfèrent souvent écouter dans le métro ou dans le train. Donc, Mhm. les prix sont quand même des fois en train de flamber. Mais toi toute seule, tu peux le faire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et on peut Après, le mettre sur Amazon? ben, Amazon, en fait, j'avais regardé, je crois que c'est avec ACX, je sais plus. Mais en Ouais. fait, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est possible de le faire, mais que via un prestataire en France. Mais Ouais. que sinon, aux États-Unis, ils peuvent le faire comme ça. En fait, tu peux enregistrer des ébauches enfin, un livre, des extraits de livres, et leur envoyer, et après ils acceptent. Mais ça, c'est aux États-Unis. Malheureusement, ils n'ont pas encore mis ça en France. Et en Ouais. France, c'est par un prestataire qui doit te faire passer par Audible, il me semble. Hein. C'est ce que j'avais lu. Ok. Bon, pour Euh, l'instant. Si ça a changé d'ici là, c'est trop bien. Si ça n'a pas changé, bon, bah, mais après, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même le site Audacity. Tu achètes Ouais. un micro sonore, un bon micro, et après, tu as Mhm. quand même des livres à 600 pages. Hein. Et voilà. Mais ce que je veux dire, parce que au niveau des coûts, quoi. Ouais. Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas encore. Mais peut-être un jour, hein. Bon, tu vois, il y a plein de choses qui. L'écosystème de l'auto-édition, ça évolue, mais par rapport à tout ce que tu as dit, c'est vrai que l'édition aussi, ça peut être très intéressant. Moi, j'avais un Alors, super système. J'avais réfléchi, tu vois, au système parfait de l'édition, comment ça devrait fonctionner, mais ça va faire un peu. Bref. Alors, je t'explique, c'est dans le monde parfait. J'ai écrit ça dans un commentaire sur YouTube parce que on me disait pour souvent, c'était pas gentil ce que je disais sur les montants. Donc, ça serait sympa en fait que tous les livres soient anonymisés, tu vois, et que tu envoies. Tout le monde a sa chance et tout le monde envoie son manuscrit aux maisons d'édition et c'est un comité de lecture indépendant, un peu comme un comité de recherche quoi, qui verrait.
En fait, ce serait vraiment que le style, que l'histoire qui pourrait toucher le comité, quoi. Éventuellement, tu lèves l'anonymat des auteurs au moment où ils sont morts, mais sinon, de leur vivant, personne ne sait ce qu'il est en train de lire. C'est le titre, il pourra avoir les couvertures, mais il n'y aura pas de nom d'auteur. Ça permettrait de voir, en fait, si tout ça, c'est pas du marketing, si t'as pas envie juste d'avoir le nouveau Houellebecq, le nouveau Despentes, si tu reconnaîtrais, voilà, tu reconnaîtrais tes auteurs préférés si tu savais pas que c'était eux. Et comme ça, ça te permettrait de voir franchement des voix. Est-ce qu'il y a des voix vraiment qui sonnent d'une manière assez unique, assez singulière? Et donc voilà. Et après, tu vois, le côté communiste, un peu, c'est tu prends tout le fric, tu vois, pour que ce soit pas possible qu'il y en ait qui deviennent millionnaires comme Marc Lévy ou je sais pas, Guillaume Musso et tout. Et tout le monde serait comme des fonctionnaires à partir du moment où leur livre serait édité en ayant passé le comité de lecture, etc. Ils recevraient tous un salaire et comme ça, il y aurait pu. Parce que dans l'édition, en fait, t'as quoi, je sais pas moi, une vingtaine, une centaine peut-être d'auteurs qui vivent vraiment de leur plume et après les autres, ils n'y arrivent pas, tu vois. C'est pas très juste. Tu lises, tu vois, comme ça, ceux qui gagnent vachement, ben, ils gagneront. Parce que ce qu'on veut, moi, ce que je veux en tant qu'auteur, c'est pas devenir riche, tu vois, c'est pouvoir vivre de ma plume, juste vivre de manière décente, tu vois, comme si j'avais un boulot normal, quoi. Et je pense que les vrais auteurs, je pense que ça doit être ça, tu vois. Même si au bout d'un moment, tu t'habitues à un certain train de vie et tout, il faudrait qu'on revienne à ça, tu vois. Ce serait génial. Mais bon, je sais pas si... Peut-être que quand je serai richissime grâce à mes livres, je changerai d'avis, mais pour l'instant, je trouve ça cool quand même. Alors moi je trouve ça, enfin, je vais encore dire le même mot, on va me dire, mais non, mais ouais, non, il y a quelque chose, franchement, il y a quelque chose, parce que le côté, est-ce que enfin, le nom, tu vois, le côté, non, mais c'est bien, ça permettrait de bien cibler, enfin, voilà, parce que c'est vrai que c'est une sorte de nom, la littérature aussi, hein. Oui, voilà, c'est que des... Enfin, surtout maintenant, tu vois, les rentrées littéraires et tout, c'est ça, c'est le nouveau Noton, le nouveau Funkinos, etc. Donc, on enlève tous ces noms et on se concentre vraiment que sur les livres, quoi. Et on verra, franchement, Funkinos, le dernier, il est pourri. Ben, du coup, il marcherait sûrement pas autant. Et tu as des livres qui sont géniaux et qui n'ont pas un public, qui ont... Enfin, en édition traditionnelle aussi, il y a beaucoup d'injustices, tu vois, c'est vrai que je trouve que parfois c'est manichéen, tu vois, d'opposer édition traditionnelle, auto-édition, alors que je pense que en auto-édition, tu as des gens qui gagnent vachement bien et que c'est un peu dégueulasse, quoi. Et, enfin non, c'est pas dégueulasse, mais c'est juste que pourquoi il y en aurait qui gagneraient 10 000, enfin je sais pas moi, 10 000, 20 000, enfin, balles avec, en publiant un livre par mois, tu vois. Pourquoi il y en aurait... Enfin, en plus, en publiant un livre par mois, je trouve que c'est dégueulasse. C'est genre... C'est faire... Je vais allumer ma lumière parce qu'on est un peu dans le noir, là. Tu me parles à moi? Oui, oui. Hop là. J'allume juste la lumière. Voilà. Hop là. Je sais pourquoi il y en aurait qui gagneraient 10 000, 20 000 balles par mois en écrivant un livre par mois. Ça aussi, ça fait des livres faits à la chaîne, comme à l'usine et tout, et que d'un autre côté, ben, la plupart des auteurs auto-édités, moi je sais pas ton cas, mais moi je gagne pas du tout d'argent presque avec, quoi. Si je devais... Ouais, c'est pas du tout... Bah, ça serait pareil, tu vois, ce serait bien si c'était plus équitable, quoi. Ah non, mais carrément, mais... Et encore, tu vois... Là, c'est juste... Moi, enfin... Après, tu vas dire que l'argent, je m'en fiche, oui. Par contre, c'est vrai que la reconnaissance, peut-être que je pense que c'est peut-être ce qui pourrait gripper dans mon système, le fait d'anonymiser les livres, mais c'est juste pour enlever ça, tu vois, le fait que c'est les sorties littéraires, c'est on veut ce livre, on va adorer ce livre, on va se battre bec et ongle pour défendre ce livre, parce que c'est celui d'un auteur qu'on a apprécié déjà il y a 20 ans ou quelque chose comme ça, alors que ce qu'il a écrit aujourd'hui, c'est merdique, tu vois. Et je trouve que c'est pas cool, quoi. C'est pas cool de perdre, de voir que l'homme est plus du tout le livre, quoi. De voir la femme est plus du tout le livre. Et ce qu'il représente, tu vois. Genre, les mecs de droite vont kiffer Houellebecq parce que, ouais, il parle, il dit tout ce qu'on peut plus dire, gna gna gna. Après, Despentes, ça va être féministe, punk, etc. Et finalement,
on s'en fout de la littérature. Et je trouve que c'est pas cool, quoi. Enfin, voilà. Notons, c'est parce qu'elle est bizarre et fantasque et on aime bien ça. Et Funky Moss, enfin, toi, tu peux dire ça pour chaque auteur, c'est encore une histoire de public cible, de public. Enfin, c'est dommage. C'est vrai que tout ça, c'est en fait des entreprises, quoi, et que c'est pareil en auto-édition. Exactement. Exactement. J'ai l'impression même que le côté artistique de la chose, comme tu disais, il s'arrête au moment où le livre est publié sur les plateformes, en fait. Après, c'est du business. Et au niveau de l'argent, je suis d'accord avec toi, même si tu comptes pas sur l'argent au départ, quand tu fournis énormément d'efforts ou que peut-être tu as financé une correctrice ou tu vois d'autres choses, bah, peut-être au moins peut-être tu vois que rentabiliser ne serait-ce même que le quart ou la moitié. Et tu vois même là, le fait que tu me dises que toi tu as quand même écrit 4 livres, donc 4 livres publiés, mais que c'est toujours voilà, c'est toujours compliqué parce qu'il y a ce côté entrepreneuriat, quoi. Il y a ce côté, c'est vrai que c'est pas. Oui, mais je pense en plus que, enfin, moi, je me fais une raison, c'est pas mes livres qui vont me rapporter de l'argent. Au bout d'un moment, tu vois, je pense que c'est faire ci, un peu ci, ça, un peu ça, et puis, mais je sais pas, tu vois, au bout d'un moment, je veux dire, en gros, pour vivre de ta plume, ben, il faut que tu sois une personne sur, on est combien en France? On est quoi? 77 millions, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a plus de 10%, donc ça veut dire qu'il y a 7 millions de personnes qui écrivent à peu près. Il faut que tu sois une de ces personnes sur 7 millions. Enfin, c'est une centaine d'auteurs qui vivent de leur plume, donc tu vois, c'est genre t'as plus de chances de gagner au loto que de vivre de ta plume, quoi. C'est horrible. Et je pense aussi que, enfin, comme tu as dit, il y a tellement d'auteurs en ce moment et il n'y a pas assez de plateformes pour les mettre en avant, surtout les autres édités. Tout le monde se bouscule, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Après, tu vois, le truc, c'est que tu vois, tu peux lire un livre et en lire d'autres, tu vois, ça empêche pas, tu vois. Mais enfin, je pense que tu peux lire Noton et après tu vas lire quelque chose d'autre. Mais ce qui craint, c'est la couverture médiatique de certains livres qui est vraiment poussée. Et puis en plus, ça va être. Moi, ce que j'ai remarqué en plus, c'est que de plus en plus, c'est plus la critique, mais c'est juste tu balances des adjectifs comme ça interchangeables. Tu dis, ah, c'est absolument réjouissant, c'est absolument. Et même des trucs, par exemple, le masque et la plume, je sais pas si t'écoutes sur France Inter et tout, j'ai remarqué que c'était vachement plus dans la promotion, tu vois, que dans la critique, quoi. Tout est. Quand tu regardes le quotidien ou ce genre de truc, à chaque fois que c'est une autrice ou un auteur qui est invité, ça va pas être pour parler vraiment du livre, de littérature, ça va toujours parler vaguement du sujet dont ça traite, et après, enfin, c'est de la promotion, promotion, quoi. On n'entend plus parler de littérature, même la grande librairie, etc. Il n'y a plus aucun regard critique, tu vois, c'est cool, c'est dommage. Ah non, mais je veux pas être après dans la critique, tu vois, et dire oui, c'est connu, donc c'est forcément de la merde ou ce genre de truc, tu vois. Moi, j'essaie, tu vois, quand je fais mes critiques, de faire abstraction de qui l'a écrit et de prendre le livre pour ce qu'il est. Et il y a des livres parfois que j'aime bien, que j'aurais pas cru que j'aurais aimé parce que c'est un grand succès. Et, par exemple, le Goncourt de l'an dernier, il était super, tu vois. Je veux pas faire juste la paix en disant ça. Enfin, j'essaye de rester à chaque fois le plus objectif possible, quoi. Mais c'est difficile. ah non, mais on pourrait en parler des heures tellement le sujet est vaste et que ça tend toujours à évoluer. Bon, de toute façon, on verra bien comment sera la rentrée 2022. De toute façon, en septembre, c'est souvent les équipes qui prennent le dessus, mais on verra bien. Et donc, de mon côté, en tout cas, sache que bah, déjà, c'est super de parler avec toi. Ça fait du bien de parler d'écriture. On n'a pas toujours des gens de notre entourage qui écrivent. Donc, c'est bien des fois de pouvoir échanger comme ça, c'est super. Et de mon côté, en tout cas, notre petite entrevue va se retrouver sur le feed, sur ce feed,
sur YouTube, comme j'ai dit, Twitter, je vais essayer de mettre aussi un extrait. TikTok. Il faudra juste que je fasse un petit montage pour enlever la petite simulation technique que j'ai fait vers 19h, là, 19h20, je ne sais plus. Et en tout cas, donc, comme je redis, donc là, je viens de parler, de faire une longue discussion avec Yasmina, de poser des questions sur ses livres. Ses livres, c'est un peu sa planète. Donc, n'hésitez pas à la redécouvrir, à checker un peu son Instagram. Je sais même pas si on peut mettre Instagram là, ici, mais de toute façon, je vais le mettre en story là tout de suite. Et puis, la rediffusion de notre entrevue sera demain, ou même peut-être ce soir, je pense, avec un petit visuel que je vais te passer. Ou je t'ai peut-être transféré déjà le visuel, tu l'as vu par mail? Peut-être. Sur mon mail, ouais, peut-être. Oui, bon, c'est pas un truc, mais. Donc, que de joie. Bon, malheureusement, on va devoir te dire au revoir, mais sache que vraiment, c'était une superbe entrevue. Si tu peux même m'envoyer tes couvertures en MP, que je puisse les mettre sur les réseaux. Et moi, je te souhaite une très bonne rentrée littéraire. Moi aussi. Et pour ceux qui étaient là, ben, merci d'avoir suivi le petit live. Et puis, allez découvrir Yasmina. Elle a trop de choses à vous faire découvrir. Allez-y, allez-y, allez-y. Et moi, je te dis bonne soirée, Yasmina. Bon, ça t'a pas trop stressé de voir ma sœur, de voir à moitié mes plantes dans un jeu de lumière un peu tectonique là. J'ai pas reçu ma guirlande. Voilà, merci Amazon. T'as vu, ça y est. Et en plus, je vais faire une vidéo, je pense, un de ces quatre qui dit que Amazon n'aide pas tant les auteurs que ça. Mais je sais pas. Ah ben n'hésite pas à me partager le lien le jour où tu l'as fait parce qu'ils les aident pas du tout. Oui, c'est ça. Bon, pas cracher grâce à eux, on peut se retrouver sur cette plateforme qui voilà est assez connue, mais c'est compliqué en fait. C'est une longue histoire. Ouais. Comme je te disais encore, tu vois, ce truc de liberté qui laisse penser que c'est le cas, mais que finalement, non, que finalement on fait des choses qui sont quand même des récits un peu faits pour plaire. Et enfin, je vais me répéter après, mais voilà, quoi. C'est en ça où je pensais partir sur ça. Ça fait très Top Chef, je pense, partir dessus. C'est un peu, enfin, la phrase que tu viens de dire, nous faire penser qu'on a une certaine liberté, en fait, pas tellement. Je pense que c'est même valable au-delà bon, on va pas commencer avec les débats bizarres, mais au-delà même de l'écriture. C'est pas tout le monde, même en général, de toute façon, oui, c'est ça, on vit tous dans un monde quand même où, enfin, rien que bon, après, ça parle plus de littérature, mais rien que le concept de travailler, donc ça veut dire de donner ton temps en échange d'argent, etc. Et quand tu y penses, au début, on était des chasseurs-cueilleurs, tu vois, et c'est dingue que maintenant, tu vois, il y en a qui sont au-dessus, qui engrangent, et nous, on est un peu des sortes d'esclaves, finalement. Enfin, bah, on est dans le livre d'Orson Welles. ouais, enfin, après, s'il y a l'observation, enfin, la surveillance et ce genre de trucs. Après, je sais pas si ça fait pas, faut pas qu'on fasse non plus débat de PMU, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est vrai que la question de liberté, je sais pas si je suis libre tous les jours, je sais pas si on est libre tous les jours. Est-ce que chacun de mes choix est libre? Non, je pense pas. Il y a la détermination parce que on est dans un monde et si tu nais dans une classe sociale, tu seras moins libre que dans d'autres, etc. Et plus tu montes, peut-être plus tu es libre, et encore, c'est pas sûr, quoi. Donc ouais, la question de liberté en littérature, c'est intéressant aussi, je trouve. Ah, c'est clair. Écrire sur ça, écrire sur ça aussi. Je pense que la littérature, c'est vraiment ça aussi, le choix. Est-ce qu'on a le choix, tu vois? Cette histoire un peu littéraire, c'est un peu ça. C'est est-ce que tu as le choix de
est-ce que ton personnage, c'est tout le temps un peu une tension entre ce qu'il peut et ce qu'il peut, et c'est comme ça que tu fais un drame, enfin, un nœud dramatique, quoi. Mhm. Voilà. Ouais. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ça, vraiment. Bah, on va... Ah, je comprends plus très bien, je crois que j'ai un petit problème de réseau. Bon. Ok. On va se dire, on va se... Allô? Je suis vraiment pas une boss niveau technique. Ah mince.